Merci d'être à l'écoute de la radio Futur Média. Il est midi, c'est l'heure du grand journal. Paralysie réelle dans le secteur des transports. Depuis ce matin, c'est la grève. Le collectif des syndicats des transporteurs a décrété 48 heures. Agacé par cette grève, le vice-président de l'ASCOSEN demande aux transporteurs de respecter la loi. Momath Cissé invite par ailleurs l'État à être ferme. Ziguinchor, beaucoup de quartiers de la commune sous les eaux. Les populations dénoncent la non-assistance des autorités locales. Dans ce midi, nous parlerons de l'œuvre de Mariama Ba. 17 ans après sa disparition, nous donnons la parole à des écrivains qui revisitent l'action de l'auteur du célèbre roman Une si longue lettre, son combat en faveur de la femme. Les titres de l'actualité internationale. Bonjour Sornana Tambay. Bonjour Antoine Diouf. Un mort et plusieurs blessés, c'est le bilan des dernières manifestations en Guinée. La victime aurait été tuée par une balle alors qu'elle se trouvait sur son balcon. Matinée tendue en République démocratique du Congo, à Béni précisément. Une personne est morte lors d'une marche de protestation. Des jeunes manifestent depuis ce matin pour dénoncer les massacres du week-end dernier. L'actualité des sports avec Cher Tidiane Diagne. Bonjour Cher. Bonjour à vous Antoine Diouf, bonjour à tous. Plus que 3 athlètes sénégalais à Rio pour enfin espérer décrocher une médaille. Adama Diatta, Isabelle Sambou et Balaye sont en course. Nous parlerons aussi du tournoi de football masculin des JO. Cet après-midi, le pays hôte, le Brésil de Neymar, à 16h, se frotte au Honduras. Le Nigeria, seul représentant africain, va croiser le fer avec l'équipe allemande. Nous allons aussi parler des phases nationales des Navétanes qui battent leur plein dans la région de Ziguinchor. Aucune violence notée à ces joutes qui regroupent toutes les régions du pays, Antoine. Point de vue, c'est sur la grève des transporteurs. Et c'est vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. RFM Midi. Antoine Diouf. C'est d'ailleurs cette actualité donc qui domine dans cette édition. Difficile pour les usagers des transports en commun de se déplacer. Depuis minuit, les syndicats des transporteurs sont en grève pour 48 heures après que la douane a immobilisé quelques bus à Thiès qu'ils réclament à Dakar et partout ailleurs dans le pays. Les transports en commun sont totalement paralysés. Un mot d'ordre 100% respecté du côté de Touba, ce qui a créé le désarroi chez les usagers qui n'ont presque pas de solution, Papa Balagué. Ce n'est pas l'ambiance des grands jours à la gare routière de Touba. Les clients sont quasiment absents et le mot d'ordre respecté à 100% selon Aziz Touré, chargé de la communication des regroupements des transporteurs de Touba. Tous les responsables sont là et certains veillent au grain dans la ville. Le mot d'ordre est très bien respecté dans le département. À l'entrée de la gare routière, quelques clients s'impatientent. Arrivés depuis 6 heures du matin, pas moyen de se rendre à leur destination Kaolack. Confie ces deux dames dans le désarroi. C'est difficile, nous sommes endeuillés et là présentement on n'arrive pas à nous rendre à Kaolack. Nous sommes là depuis 6 heures du matin et on a tout fait pour trouver une solution. Pour un repos forcé avec le mot d'ordre de grève, toutes les activités sont au ralenti ce matin, avec un manque à gagner selon Modou Diop, transporteur. Ça a affecté tout le monde, surtout sur le plan économique, mais on n'y peut rien. Il nous faut de meilleures conditions avec les 14 points de revendication. 48 heures sans transport interurbain, les véhicules Mbacké et Touba ont toutefois bénéficié d'une certaine faveur afin de soulager les populations de la ville sainte de Touba. Papa Balagué, Touba, Radio Futur Média. La grève des transporteurs à Kaolack, elle est bien ressentie par les usagers. Pour se déplacer, ils sont obligés de faire de l'autostop. Ibrahim Adjamé. La grève des transporteurs a bien eu ses effets sur le trafic à Kaolack. À l'entrée de la gare routière, c'est l'immobilisme total. Aucun véhicule ne rentre, aucun véhicule ne sort. Conséquence, les voyageurs se rabattent aux abords de la route nationale. Oh, on est là depuis 6 heures. Depuis 6 heures du matin, wow. Mon cher, vous vous appelez comment? Pascal. Alors, depuis quand vous êtes en train d'attendre ici un véhicule? Depuis 6 heures du matin, je peux me rendre à Dakar. La solution maintenant, c'est de procéder à l'autostop. Peut-être un ami ou bien un particulier. Sinon, vous retournez à la maison.
Ah ouais, mais comment faire? Ah mais on attend. En espérant d'avoir quoi? Voilà, en espérant avoir un moyen de transporteur le plus rapide pour rejoindre les lieux de travail. L'autostop, quoi. Voilà, exactement. Ah mais les gens qui de bonne volonté qui peuvent t'emmener jusqu'à Dakar. Pourtant, ils disent tous avoir eu vent depuis hier de la menace des transporteurs. Seulement, ils ne se sont jamais attendus à une telle situation. Je pensais que le gouvernement allait faire quelque chose avant qu'il ne réagisse comme ça. Certains avaient des missions à accomplir, d'autres des urgences à régler ou alors rejoindre son lieu de travail. Exactement, ça bouleverse tout le programme. Okay. Donc, et comment vous vivez en ce moment précis? C'est pénible. Dans l'espoir d'obtenir une occasion, ces voyageurs continuent de s'impatienter le long de la route nationale, mais au cas contraire, ils retournent tout bonnement à la maison. Ibrahim Djamé Kaoulak, Radio Futur Média. À Thiès se trouvent les bus immobilisés par la douane pour raison de fraude. Des responsables des syndicats des transporteurs se sont rendus là-bas. Ils ont eu à prendre langue avec des douaniers et des experts du transport, mais les discussions n'ont rien donné. Et à l'instar des autres régions du pays, la grève est bien suivie dans la capitale du rail. Correspondant Cheikh Anta Diop. Service des douanes de Thiès, groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude. Dans ces locaux, plusieurs bus se sont immobilisés par la douane pour raison de fraude. Gourouhouma, Alassane Ndoye, des membres de la commission sont venus pour s'enquérir de la situation. Il y a 2 unités. Presque un tour d'horloge, les négociations entre les syndicats, la douane et les experts n'ont pas permis de trouver d'accord. Vous avez évacué tout le monde sauf les membres de la commission. Comment cette commission? Abdoulaye Diakhaté, le président du regroupement des chauffeurs de la région de Thiès. Bon, une commission a été créée et dépêchée à Thiès, dont je suis membre. On a effectivement vérifié ces véhicules. C'est au nombre de 9 bus. La douane est prête à libérer les 5 véhicules. Les 4, ils ont refusé de les libérer parce que, arguant que leurs propriétaires ont fraudé à des modifications. Ouais. Voilà. À quel niveau? Au niveau des châssis, voilà, ils ont dit. Retour à la case de départ, les transporteurs ont décidé d'aller en grève. Dans la capitale du rail, la grève est largement suivie à la gare routière, mais le transport urbain continue d'être assuré par les bus Tata. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. À Thiès, donc, où se trouvent les bus immobilisés. Les discussions n'ont rien donné. Le vice-président de l'ASCOSEN est contre cette grève des transporteurs. Il les appelle d'ailleurs à respecter la loi. À l'État, Mohamed Sissé demande d'être ferme. Il l'a dit à Mohamed Ali Mouba. Quand la loi s'applique, normalement, elle doit s'appliquer dans toute sa rigueur. Et que le citoyen doit s'y plier. C'est plus ahurissant pour nous quand un député de la République s'offusque parce que la loi lui tombe dessus. On attendait à ce que ce monsieur-là respecte la loi. Mais prendre ce pays en otage, ça, nous déplorons l'acte et nous la combattons. Nous sommes auprès de l'État et nous soutenons la décision étatique. Parce que c'est un précédent dangereux et il ne faut pas laisser faire. Il faudrait que les gens respectent la loi. Un syndicaliste peut aller en grève, mais que ce soit bonnement motivé. Mais dans le cas d'espèce, on ne peut pas comprendre qu'on enfreigne la loi et que la loi ne s'applique pas. Débat du jour donc sur la question. Il est 12h10. RFM, la radio de toute l'actualité. Les fortes pluies qui se sont abattues sur Ziguinchor ces dernières 48 heures ont fini d'inonder beaucoup de quartiers de la commune. À Boucotte et Belfort, le niveau des eaux est élevé, parfois allant jusqu'à 25 cm. Impuissants face à la situation, les habitants de ces quartiers déplorent l'absence d'assistance de la part des autorités locales. Un tour dans ces zones inondées de Ziguinchor, Lamine Ba. Ces eaux-là viennent de Pirza qui traversent Boucotte Ouest, Boucotte Est. Omar Jakem Kamara est un membre du comité de quartier de Boucotte Est. Il nous consacre une petite visite guidée sur certains endroits du quartier complètement conquis par les eaux de pluie qui ruissellent vers son quartier. Ici, nous sommes en chevauchement entre Belfort et Boucotte. Ah, c'est pas la situation là.
Tous ces gens-là sont inondés, toutes ces familles-là sont inondées. Quelques pas de Patauger, nous sommes chez CRCC, la soixantaine révolue qui a élu domicile à quelques encablures de l'intersection du canal principal d'évacuation des eaux de pluie qui sépare le quartier Boucotte à celui de Belfort. À l'entrée principale du bâtiment pris au piège par les eaux de ruissellement qui ont fini de l'encercler, un petit mur d'environ 50 cm est érigé pour stopper le liquide qui menace d'envahir les chambres. Dans nos propres chambres, nous pataugeons. Nous avons de l'eau jusqu'à 25 cm. Tout ça, c'est le travail de l'eau. Et vous voyez, nous ne pouvons pas cimenter. Chaque fois qu'on cimente, c'est l'eau du bas qui enlève cela. Les habitants de ce quartier vivent un vrai calvaire. L'hivernage, nous mettons tout en hauteur. Les lits, pareil, on les soulève. Pour passer de l'autre côté du canal et accéder au quartier Belfort, nous sommes obligés de patauger comme chez CRCC. Ici, on nous indique la maison d'une habitante du quartier qui nous livre son calvaire. Ces habitants qui vivent une situation très difficile disent pourtant avoir saisi les autorités compétentes, mais depuis lors, aucune d'entre elles ne s'est souciée de leur sort, nous ont-ils fait savoir. Lamine Baziguinchor, Radio Futur Média. Le CNCR sur la campagne agricole évolution positive pour le moment avec un bon déroulement à tout point de vue. Cependant, l'organisation paysanne souhaite que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires pour faire face à toute attaque d'insectes. Écoutons à ce propos Sidiba, c'est le chargé de la communication du CNCR. Il est joint par Mamadou Amandion. Présentement, on croise les doigts et on prie. Elle se présente sous de bons auspices. Pratiquement, il est en train de pleuvoir et les opérations culturelles se déroulent normalement et les levées des semis sont relativement bons et on pense que avec l'appui d'Allah, la campagne, si elle aboutit, elle va être bonne. On croit, pas encore, on pense que elle va marcher dès l'instant qu'on a reçu les intrants et on est en train de travailler les champs et on prie Allah qu'Allah nous accorde un bon hivernage et que l'hivernage arrive à terme et qu'on puisse avoir de bonnes récoltes. Y a-t-il des obstacles concernant les insectes et autres qui détruisent les récoltes? On nous avait signalé une attaque de Sosorio et certains insectes au niveau des céréales. Là aussi, avec l'appui des équipes de la DPV au niveau de certaines régions de Kaolack et de Fatick, ce phénomène-là a été régulé. Et nous pensons qu'il doit être prêt aussi parce que souvent en pleine culture aussi on constate l'attaque des pucerons et les pucerons aussi avec il y a de grandes pluies qui peuvent les détruire, c'est bon, mais en cas de pause pluviométrique aussi ils peuvent causer de certains dégâts, mais nous pensons que nos amis de la DPV peuvent prendre les dispositions utiles pour que si ce phénomène-là se présente, pour qu'ils prennent les dispositions utiles pour pouvoir lutter efficacement contre ces pucerons-là qui peuvent apparaître. RFM 94.0, la radio en puissance. Mariam Abba, 17 ans après sa mort, le combat de l'auteur du célèbre roman « Une si longue lettre » a-t-il porté ses fruits pour l'écrivain Aminata Sow Fall? Cela permet une prise de conscience. Elle ajoute qu'elle n'a pas d'instrument de mesure pour savoir si le combat de Mariam Abba a changé quelque chose dans le devenir de la femme sénégalaise. Pour Élie Charles Moreau, une si longue lettre a contribué à changer de façon positive la place de la femme dans la société sénégalaise. Binta Diallo. Elle s'est battue alors que ce n'était vraiment pas évident pour la libération des femmes prisonnières du joug traditionnel. Mariam Abba s'est illustrée dans les années 80 à travers son roman « Une si longue lettre ». Était-ce une véritable révolution, un déclic dans le devenir de la femme sénégalaise? Aminata Sow Fall, écrivain, n'a pas été trop prolixe. Dans son roman, elle a exposé tous les problèmes de la femme, mais je ne suis pas sûre jusqu'à aujourd'hui si c'était vraiment un combat féministe ou parce qu'on peut être féministe sans faire le combat, disons, de manière idéologique. Alors, je ne sais pas si c'était dans un but idéologique ou simplement des choses qu'elle avait envie de faire, que des milliers de femmes, pas seulement au Sénégal, mais dans le monde entier, de poser le problème de ce que des milliers de femmes partout, sur tous les sièges du monde, ont toujours vécu. Pour Élie Charles Moreau, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Une si longue lettre a été un déclic dans le devenir de la femme sénégalaise. Le combat de Mariam Abba a tout simplement porté ses fruits, a ajouté l'écrivain éditeur. On a compris qu'il ne s'agissait plus effectivement
d'être à la remorque des hommes pour les écouter parler de leurs problèmes, qu'elle devait effectivement s'assumer. À la limite, avec le livre de Mariama Ba, effectivement, tous les courages ont été notés au niveau des femmes, toutes les effronteries nécessaires ont été notées au niveau des femmes, et à la limite, on peut aussi dire, effectivement, sans risque d'être contredit, qu'elle a quelque part, de façon indirecte, contribué à faire de sorte que les femmes soient dans des situations de postuler à toutes les stations d'une république en marche ou d'un État. Mariama Ba, pour emprunter l'expression de Élie Charles Moreau, a été comme un météore dans l'espace littéraire. Mais son combat n'a pas été vain. Elle a ouvert la voie. Une voie qui doit tout simplement être pérennisée par les femmes, ajoute Élie Charles Moreau. Mariama Ba est bien morte il y a 35 ans. C'était un 17 août. La confusion entre 35 et 17 est vite faite. Aujourd'hui, c'est le 17 août. La suite de ce journal dans un instant. RFM. L'actualité internationale. Sornana Tambaye, rebonjour. Rebonjour Antoine. Guinée, une marche de l'opposition se termine par la mort d'un jeune. Et pourtant, la personne ne faisait même pas partie de la manifestation. La victime aurait reçu une balle tirée par un policier et il y aurait également plusieurs blessés. Les détails avec Daoud Diouf. Il s'agit d'un jeune garçon du nom de Tierna Amidou Diallo, âgé de 21 ans. Il a reçu une balle en pleine poitrine tirée par un agent des forces de l'ordre alors qu'il était assis sur le balcon de son appartement à Bambeto, c'est en banlieue de Conakry. Les autorités étatiques guinéennes, par le biais du ministère de la Sécurité, M. Abdoul Kabele Kamara, confirme. Dans une déclaration lue dans la soirée à la télévision guinéenne, on parle de troubles qui ont éclaté dans l'après-midi aux alentours du rond-point de Bambeto, entraînant une intervention de la police au cours de laquelle 2 cas de blessures graves par balle, dont un mortel, ont été enregistrés. L'auteur présumé des tirs, un capitaine de la police, a été identifié et interpellé et mis immédiatement à la disposition de la direction centrale de la police judiciaire. Cette marche de l'opposition guinéenne qui a réuni des milliers de manifestants était organisée pour dénoncer la cherté de la vie chez le président Alpha Condé. Au Mali, l'installation des autorités intérimaires toujours en question. Plusieurs réunions et ateliers d'information se sont tenus. Le ministre de la décentralisation a dirigé une rencontre à Bamako. Le gouvernement veut bien communiquer sur la mise en place des autorités intérimaires et nous allons certainement y revenir plus tard ou dans le journal de 13h avec Maïmouna Sek Antoine. République démocratique du Congo, une délégation gouvernementale s'est rendue sur les lieux du massacre à Béni. Le Premier ministre, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité ont fait le tour. La visite était en voiture mais aussi à pied dans la brousse de Rouangoma et à Melou où s'est déroulée une partie du massacre. La délégation a été entourée d'un important dispositif sécuritaire. Sur place, les membres du gouvernement ont pu avoir quelques détails grâce aux autorités locales. Le président de la République qui a dépêché ses hommes sur place leur a demandé de faire une évaluation et d'essayer de comprendre ce qui est arrivé. Pour rappel, dans la nuit de samedi à dimanche, 51 personnes ont été tuées, la plupart à l'arme blanche. Les rebelles ougandais des forces démocratiques alliées, ADF, sont accusés. En RDC, toujours Antoine, une personne est morte lors de manifestations à Béni. C'est ce que révèle une source médicale citée par RFI. 5 autres ont été blessés, dont 3 par balle. Depuis ce matin, les jeunes de la ville manifestent. Ils souhaitent apporter un mémorandum à la mairie pour protester contre le massacre du week-end dernier. La police et l'armée sont intervenus pour dégager les barricades. Une vingtaine de jeunes ont été arrêtés. Élection présidentielle au Gabon, l'union de l'opposition peut-elle faire face à Ali Bongo? C'est la question qu'on se pose en tout cas. Et cette question, Antoine, nous l'avons posée au professeur Mbaye Thiam. Ce n'est pas impossible, mais l'historien estime qu'il sera très difficile d'évincer le clan des Bongo. Tout ceci au regard du système électoral à un tour et de l'électorat en tant que tel. Professeur Mbaye Thiam est interrogé par Mohamed Ali Mouba. Mais il y a d'autres facteurs qu'il faut mettre en jeu quand on étudie de près la situation au Gabon. Il y a des facteurs politiques objectifs sur lesquels on peut agir, mais il y a aussi des facteurs subjectifs. Par exemple, au Gabon, il y a un fait extrêmement important, c'est le poids politique de ce que j'appelle l'ethnie métisse. Le Gabon comporte une forte dose de métis occidentaux, métis asiatiques, et qui ont des liens très forts avec les métropoles d'origine de leur mère ou de leur père, et ils jouent au Gabon un rôle extrêmement important. Le deuxième facteur non négligeable au Gabon, c'est le poids des loges maçonniques. Quand on analyse la situation politique au Gabon en faisant table rase ou en ignorant
l'implication de la loge maçonnique, on comprend difficilement la réalité des choses. Or, qu'est-ce qui peut provenir dans cette alliance de beaucoup de stratégies politiques ou politiciennes et de la réaction de groupes occultes? Je pense qu'il y a là un ensemble de spectres qui permettent de mieux comprendre. Mais la chose la plus essentielle, c'est que si la génération des compagnons de Bongo rate ce dernier virage politique, ça n'est fini d'eux-mêmes. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, entre autres, ils s'allient. Sans compter, bien sûr, professeur, que le système électoral gabonais est un système à un tour unique. Il n'y a pas de deuxième tour. S'il a 20% et les autres 18%, l'élection au jeu, le fait qu'il n'y a pas de deuxième tour, Raougadoula, comme on dit. Et ça favorise toujours dans tous les systèmes ceux qui sont au pouvoir. Voilà Antoine, c'est tout pour l'actualité hors du Sénégal. Merci Sornana Tambay. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, c'est sur la grève des transporteurs et c'est dans quelques minutes. RFM Sport. Rebonjour cher Tidiane. Rebonjour à vous Antoine Diouf. Jeux olympiques de Rio 2016, le Sénégal abat ses dernières cartes. Plus que 3 athlètes Antoine sénégalais à Rio pour espérer enfin décrocher une médaille. Ne serait-ce en bronze, Adama Diatta et Isabelle Sambon en lutte libre et balayée en taekwondo sont en course. Le taekwondiste reste concentré sur son objectif, même si avance-t-il, la tâche sera difficile face à son adversaire polonais, balayé avec notre envoyé spécial à Rio de Janeiro. Babacar Ndofay de On peut dire que 80% du travail a été fait, mais on ne peut pas être prêt à 100% parce qu'il y a plein de choses qu'on doit gérer au jour le jour. Et actuellement, tout ce que je peux dire, c'est je me concentre en fait et je reste dans ma bulle, et parce que en quittant Dakar, venir jusqu'à Rio, on avait juste un seul objectif, c'est d'aller chercher des médailles ou bien de représenter bien notre pays. C'est la raison pour laquelle on fait tout ce qu'il faut pour pouvoir être bien le jour J. C'est les 16 meilleurs au monde qui se rencontrent. Moi, c'est les premières Olympiades que je fais. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de stress, mais j'essaye d'évacuer ça tous les jours au maximum. Et mon adversaire, c'est quelqu'un qui est très coriace et qui a du métier aussi parce qu'il a beaucoup tourné. Déjà en taekwondo, pour être ici, il faut faire beaucoup de chemin, c'est-à-dire compétir, rencontrer les grands champions pour pouvoir être ici. Et mon adversaire, c'est un Polonais. Et les Polonais sont très 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 coriaces, c'est comme les Turcs. Et il faut que je me donne le maximum que je dois me donner, et sur le plan physique, sur le plan technico-tactique, pour pouvoir le battre. Ça va pas être facile, mais tout est prenable parce qu'on fait un sport de combat. Et il n'y a jamais un match gagné d'avance. Et moi, tout ce que je prie, c'est être en forme le jour J et de me donner le meilleur que je peux me donner. Et puis maintenant, le résultat, ça dépend du bon Dieu. Le jour J pour balayer, donc c'est demain contre un adversaire polonais en lutte libre 53 kg. Isabelle Sambou va compétir aussi demain. Le lendemain, c'est-à-dire vendredi, Adama Diatta, 57 kg, prend le relais. C'est en lutte libre, Antoine. Dès ce soir, les demi-finales du tournoi de football. Et c'est le pays hôte qui s'y met. Le Brésil de Neymar à 16h se frotte au Honduras. Le Nigeria, seul représentant africain à ce stade de la compétition, croise de fer à 19h avec l'Allemagne. La finale du tournoi de football des JO est prévue samedi prochain, Antoine. Ziguinchor, point de convergence du mouvement Nawetan. Forte mobilisation notée dans les phases nationales. Aucune violence notée à ces joutes qui regroupent toutes les régions du pays. L'ONCAV, la structure en charge des Nawetan au Sénégal, qui s'investit dans le civisme aussi. Un geste salué par le député Abdoumbo et le ministre de l'Environnement, Abdoulaye Bibi Baldé. Des propos recueillis par notre correspondant dans la capitale du Sud, Lamine Ba. Pour soutenir la jeunesse, communier avec elle et féliciter et encourager surtout l'ONCAV par rapport à sa prestation, parce qu'ils viennent de faire une activité extrêmement importante avec nous à Kolda dans le cadre de la sensibilisation et de la lutte contre le trafic illicite de bois. Et ils ont fait un investissement humain, ils ont reboisé la ville de Kolda. C'est un partenariat exemplaire qui mérite d'être magnifié. Nous avons quitté Thiès pour venir ici accompagner certes l'équipe de Thiès, les équipes de Thiès dirais-je, mais surtout accompagner la jeunesse en général. Et nous avons vu quand même une organisation parfaite ici au niveau des Ziguinchor, mais aussi un fair play, parce que jusqu'à présent on n'a pas encore noté des scènes de violence, et que nous lançons un appel à la jeunesse sénégalaise de continuer sur cette lancée, parce que Nawetan ne signifie pas comme violence. Pour
Pour ces phases nationales, retenues pour le compte de la poule A, on en est à la deuxième journée à 17h ce soir au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Soukou Papaye de Ziguinchor contre le tenant du titre Moussa Molo de Kolda. Juste après, JA de Louga affronte Cœur Habib de Sédhiou. Toujours à Aline Sitoé Diatta, cette fois-ci à 21h. Bendoula de Ziguinchor contre Renaissance de Ziguinchor. 23h, Bok Khalat de Saint-Louis, ASC Kafrine, ASC Rail de Kafrine. C'est donc les rencontres prévues cet après-midi donc à Ziguinchor dans la capitale du Sud pour ces phases nationales des Navétanes qui vont finir bien entendu pendant le week-end. Antoine, c'est bien fini cette page des sports. Cher Tidiane Diagne, merci. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Reportage vacances. La pluie empêche certains Sénégalais de se rendre au travail, ce qui est inadmissible aux yeux de certains compatriotes qui pensent qu'il faut respecter le devoir professionnel. Ils invitent l'État à sévir contre ceux qui sont dans l'administration et qui se comportent ainsi. Reportage vacancier Ismaïla Kamara. Moussa Mané, grande taille, assis sur une chaise, devise lentement avec un collègue de bureau. Interrogé sur le sujet, ce technicien arborant son bleu de travail est formel. L'idée de ne pas aller au travail ne peut pas traverser son esprit malgré la pluie. Pour notre interlocuteur, c'est pour des raisons professionnelles. Je vais au boulot, s'il y a la pluie, je vais au boulot. Parce que s'il y a la pluie, il faut que je travaille parce que j'ai un contrat à accomplir avec Elton. C'est pas la pluie qui va m'arrêter, quoi. Trouvée dans un service de transfert d'argent, Amina Gay est stagiaire dans un cabinet médical. Elle soutient que la pluie ne peut pas l'empêcher d'aller au travail parce qu'elle prend toutes les précautions avant de quitter chez elle. J'ai acheté un parapluie pour aller au boulot. Et bon, pour moi, ça m'a... La pluie ne t'empêche pas d'aller au boulot? Non. El Hadj Oumar Gueye, lui, est cadre à la commune de Grand Yoff. Selon lui, c'est une obligation de se rendre au bureau, et ça, même s'il pleut. On est obligé d'aller au travail du moment où on est fonctionnaire de l'État du Sénégal. On est obligé de s'y forcer parce que, vu notre travail, il y a des gens qui nous attendent. On ne peut pas ne pas aller au travail parce qu'on est payé pour ça, on est rémunéré pour ça, mais l'obligation aussi de rendre service aux Sénégalais doit nous pousser à aller au travail, même en temps de pluie. Des fois, c'est difficile de sortir parce que vu la configuration de la ville de Dakar. Pour ces Sénégalais qui font le contraire, El Hadj Oumar Gueye a son idée là-dessus. Je pense que c'est des prétextes parce qu'il y a des pays où vraiment où il pleut 9 sur 12 où les gens s'efforcent à aller au travail. Pour moi, c'est un prétexte que l'État du Sénégal aussi a la responsabilité de vraiment veiller à ce que l'administration fonctionne normalement. Sanction ou pas, une éducation de nos concitoyens est une nécessité, car le rapport des travailleurs sénégalais avec la pluie est avant tout une affaire de culture. RFM, la presse du jour. La presse du jour, c'est avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour. Paralysie du secteur des transports aujourd'hui et demain. État du Sénégal, les transporteurs n'ont pas réussi à accorder leur violon. La négociation de la dernière chance engagée hier n'a rien donné. Les deux parties, chacune en ce qui la concerne, campent sur sa position. Un seul point, constate Sud Quotidien, divise l'État et les transporteurs qui étaient en négociation. La détention de 4 de leurs bus par la douane. Gora Houma, secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, boudrage dans Sud Quotidien. Mais comment, demande-t-il, la douane peut-elle accepter de régulariser un véhicule, le laisser rouler et puis se réveiller un beau matin pour l'immobiliser? Monsieur Houma de poursuivre, si l'État veut continuer les discussions, nous sommes preneurs. Ce que nous voulons, c'est le bien-être des chauffeurs. Mais tant que ce premier point ne sera pas réglé, pas question de reprendre la route. Dans un communiqué dont le Soleil a reçu copie, l'État du Sénégal a réagi. Le confrère l'exploite en ces termes. Face à la détermination des transporteurs d'aller en grève, souligne le document, l'État semble opter pour l'intransigeance sur les cas de fraude de véhicules opérés par certains d'entre eux. Malgré la menace de grève brandie par le collectif, il a été décidé fermement qu'une mesure d'indulgence ne peut concerner les cas manifestes de fraude. Mieux, le respect des lois et règlements ne peut être sujet à une quelconque transaction.
Le communiqué est terminé par ce qui suit. Le droit de travailler sera garanti aux transporteurs qui décident de ne pas suivre le mot d'ordre de grève, ce par tous les moyens appropriés. Conclusion du journal Le Populaire, le ministère des Transports se radicalise. Conséquence, point direct info, les pouvoirs publics sont mis devant leurs responsabilités. Les populations de la banlieue risquent de trinquer. L'activité économique prendra à coup sûr un coup en plein crâne. Procès de l'affaire de la vidéo de corruption dans la police. Corrupteur et corrompu était à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Le policier Ripou et la corruptrice risquent 1 an de prison, dont 4 mois ferme. Selon Le Populaire, durant le procès, le procureur a indiqué que les faits sont constants, même si indique-t-il qu'il n'existe pas de preuves pour asseoir la culpabilité pour les délits de diffusion de la vidéo. En ce qui concerne la corruption, il n'y a jamais de corruption sans qu'il y ait de corrupteurs ou de corrompus. D'après le ministère public, la fille a posté la vidéo. C'était pour humilier la société sénégalaise. D'après le procureur, si c'était pour lutter contre la corruption, la dame aurait pu déposer la vidéo au parquet. Le Populaire souligne que les avocats de la défense ont fait état de la responsabilité de l'État qui n'a jamais lutté vraiment contre la corruption. Selon l'avocat du policier Alassane Diallo, était dans un cadre de séduction. Aucun de ses collègues n'est venu le soutenir à la barre, indique encore le journal Le Populaire. Domestique sénégalaise dans les pays du Golfe, l'AS nous entraîne au cœur de l'esclavagisme. Selon le journal Le Cambayan Diop, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est un trafic international très lucratif, des réseaux bien huilés. Le confrère raconte le calvaire de bébé Aïcha et le récit pathétique d'autres dames victimes du mirage. Politique Khalifa Sall face à la dissidence de Tahaou Dakar. La scission d'Ali Ndoye et compagnie met le maire de Dakar dans une situation inconfortable. Le titre de enquête, le front de trop. Et puis, le mariage à rude épreuve. Pourquoi le divorce se banalise au Sénégal? Plus de 1775 cas répertoriés à Dakar en 2015. Qu'est-ce qui se cache derrière le phénomène? Pour Abbé Alfred Walissar, le divorce est une véritable gangrène dans nos sociétés. Pour le sociologue Ali Roudiadiao, les jeunes d'aujourd'hui sont trop artificiels et irresponsables. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue aujourd'hui sur la grève des transporteurs. Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Le premier intervenant, c'est Gora Houman. Bonjour Gora. Vous êtes membre du collectif des transporteurs et syndicalistes routiers. Alors, votre grève est considérée comme étant un moyen de chantage face à l'État. Réponse? Je suis désolé d'entendre vraiment cette réaction. Mais c'est une bonne guerre. L'État, son rôle, c'est de se défendre. Mais je crois que... Il n'y a pas que l'État qui a tenu de tels propos. Il y a aussi les consommateurs, il y a aussi d'autres citoyens. J'ai dit. Oui. C'est l'État qui a parlé, qui a fait une déclaration qui va nous porter préjudice s'ils veulent. Mais nous ne l'accepterons pas. On a déposé un préavis, une plateforme. Le premier point, on n'a pas dépassé le premier depuis le 2 jusqu'à présent. Le premier point n'est pas évidé. Donc on a parlé de problèmes de convention collective. On a parlé de problèmes de bon marché. On a parlé de beaucoup de problèmes. Mais le premier point, qui est le problème des bus, là, n'est pas vidé. Oui. Le problème dit que les syndicalistes veulent tordre la main du gouvernement. Or, que ce n'est pas ça. Oui. Nous, on a un ministre. Depuis le 2, il y a des pourparlers. C'est des courageux. Ils se discutent avec nous, mais ils se sont limités. Ils rendent compte au ministre. Le ministre est vivant, il est là. Donc, depuis le 2, nous ne sommes pas encore d'accord. Mais lui, il doit prendre le relais. S'il n'est pas d'accord avec lui, il doit nous envoyer vers le premier. C'est une chaîne. L'État, le fonctionnement, c'est une chaîne. Mais le ministre, il est là vivant, il n'a même pas besoin de nous voir même. Oui. Or, hier, je dis que hier, oui. je vais lever ce texte. Hier, on était à Thiès, avec la douane. On a trouvé là-bas 9 bus. La douane a accepté de livrer les 5. Oui. Et de garder aussi les 4. Nous, on a posé la question, pourquoi la douane avait saisi les 9 et maintenant ils acceptent de livrer les 5. Ils disent que les 5 là, leur faute, ils avaient un problème d'âge. Ils ont dépassé l'âge normal. Mais ces 4 autres, ils ont touché les ceci. Non, moi je pose la question. Oui. Le président de la République a signé un décret que le bus ne doit pas dépasser 8 ans. S'il a dépassé 8 ans, il ne doit pas circuler au Sénégal. Ça c'est clair. Donc, oui. J'utilise nos moyens de faire venir un bus qui a 15 ans d'âge. Mais si je n'ai pas la complicité de l'administration sénégalaise, je n'aurai pas les papiers.
Moi, je peux être d'accord qu'on dise que la catégorie des pièces, c'est des fausses pièces. C'est des pièces qui sont fabriquées dans une maison, là, d'accord. Okay. Mais les pièces sont venues de l'État du Sénégal. C'est l'État qui les a délivrées. Et maintenant, c'est l'État qui a délivré. Et maintenant, par rapport aux 4 bus, oui. Le bus devait circuler. Il devait appliquer les directives du président de la République. Très bien. S'ils avaient appliqué les directives du président de la République, le bus ne sera pas saisi. On a compris sur ce point. Sur l'autre point, les 4 autres bus qui étaient destinés au Mali et qu'on a retournés au Sénégal, fraude douanière. Non, ça c'est faux. On était à Thiès, on ne nous a pas parlé de cela. Parce que les 4, chaque bus avait un certificat de dépôt, une carte grise. Je ne parle pas des 5 autres. Les 4 qui ont suivi. Je parle des 4. Non, les 4 ont chaque bus à les pièces sénégalaises. C'est faux. Ça, je peux taper sur le Coran. Ah oui. C'est faux. C'est des bus qui ont les pièces livrées par l'État du Sénégal. Donc ils ont dit que les bus ont touché leur châssis. Mais ils n'ont pas parlé de bus qui devaient aller au Mali. Au Mali, donc c'est faux. Mais on ne nous a pas parlé de cela. Alors, est-ce que la grève ne pouvait pas être évitée vu la situation que cela a engendré? Si le gouvernement voulait faire la grève, c'est de vider le premier point et d'attaquer les autres points. Mais tous, on ne s'est pas focaliser, nous et eux, sur le premier point. Tant que le premier numéro 1 n'est pas vidé, on ne peut pas entamer le deuxième point. Et pourtant, ce n'est pas le plus important. Ce premier point n'est pas plus important que celui relatif à la convention collective, celui qui est relatif aussi à la gare des Beaux-Maraîchers. Tu ne m'as pas compris. Oui, j'ai bien compris ce que vous dites. L'État ne veut pas avancer. Tant que le premier point n'est pas vidé, l'État n'avance pas. Mais si l'État n'avance pas, on ne va pas parler des autres points. D'accord. Merci en tout cas, Gora Khouma. En tout cas, si nous sommes fautés, oui. Il y a la complice de l'administration sénégalaise. Il faut qu'on l'accepte. Je veux dire que je parle hors contrôle. Allez, vous parce que ces bus ont des papiers. Oui. Allez-y à Thiès. Oui. Vous trouverez que vous demandez la douane de nous donner les pièces là. Ils vont donner le 9 pièces. Soit des certificats de dépôt par le ministère des Transports. Et ça, c'est l'État, c'est l'administration. Voilà. En tout cas, on a en ligne Thierno Ao. Il va nous éclairer sur tout cela. Merci en tout cas, Gora Khouma, membre du collectif des transporteurs et syndicalistes routiers. Thierno Ao, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller technique au ministère des Transports terrestres. Vous avez sans doute suivi Gora Khouma. Absolument. Alors, par rapport au premier point concernant les bus, il dit que ces bus ont des papiers et c'est l'administration sénégalaise qui a délivré ces papiers. Première clarification à faire avant de poursuivre. Merci pour cette invitation. Permettez-moi de préciser et de modifier Monsieur Gora Khouma. Effectivement, pour 9 véhicules saisis par la douane, 5 véhicules ont été importés en violation du décret 2012-440 relatif à l'importation des véhicules avec une fixation de limite d'âge à 8 ans pour les véhicules particuliers et globalement à 10 ans pour les véhicules de transport de passagers et de marchandises. Il y a 4 autres véhicules pris en violation flagrante du code des douanes. Ces véhicules étaient importés en régime de transit pour la Gambie, le Mali, d'autres pays. Et finalement, en fait, on les a retrouvés en circulation au Sénégal. Le deuxième cas de fraude constaté par la commission qui s'est rendue effectivement hier à Thiès et qui a intégré les transporteurs a pu se rendre compte de modifications qui ont été menées sur des châssis et donc une situation de fraude qui est flagrante. 2 fraudes, alors, concernant les 4 bus-là. Exactement. Maintenant, si nous en revenons au premier point, sur les 5 véhicules importés en violation du décret, il faut savoir que la douane a dans ses prérogatives le contrôle a posteriori. Et aujourd'hui, on ne peut pas justifier par le fait que des documents ont été délivrés par l'administration sénégalaise, la douane notamment, qui a toujours le pouvoir de contrôler les véhicules en circulation, qui peut donc se rendre compte d'une situation de fraude, n'a pas le droit ou viole le droit des transporteurs en saisissant ces véhicules. Cet argument ne tient tout simplement pas. Parce que là, vous mettez vous rejetez la responsabilité de l'État dans cette affaire. Alors, l'État qui a délivré les papiers, elle n'est pas rejetée. C'est-à-dire aujourd'hui,
notre travail est d'assainir le secteur et d'offrir le meilleur service à nos concitoyens. Si nous avons détecté des cas de fraude, je parle du gouvernement du Sénégal, puisque l'ensemble du processus a intégré le ministère en charge des Transports, la douane, le ministère du Travail et le Haut Conseil du dialogue social. Nous devons résoudre cette situation de fraude et derrière mener les investigations qui permettent de situer les responsabilités de chacun. Et s'il y a des responsabilités du côté de l'administration, elles seront assumées. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Pour le moment, est-ce qu'on a fait, a priori, le travail qu'on devait faire pour être sûr que ces 5 bus ont violé la loi déjà établie dans notre pays par rapport à l'âge des véhicules importés? Il faut faire attention, c'est-à-dire se prononcer de manière complètement définitive sur cette question sans avoir mené les investigations me paraît un peu dangereux et un peu aléatoire. Ça veut dire que l'administration peut être donner fautive. juste un exemple simple qu'on a l'habitude de donner dans notre administration des transports publics. Je peux être candidat à l'immigration, avoir fait l'ensemble de mes démarches auprès d'une ambassade jusqu'à l'obtention de mon visa. Avoir le visa qui permette effectivement de faire régulièrement le transport vers une destination que j'aurais choisie. Et en réalité, si ma volonté était de faire de la fraude, ce visa qui m'a été attribué, je peux le donner à une autre personne. Ça s'est passé par le moment, à une période où le niveau d'informatisation n'est pas là où nous en sommes aujourd'hui. Et effectivement, le papier qui m'aura été délivré, par exemple, un exemple de fraude, peut être valide, et que une fois à l'aéroport de destination, qu'on me dise, mais écoutez, ce papier est effectivement valide, mais ce n'est pas la bonne personne qui a réalisé le trajet, qui est candidat à l'immigration. Oui, mais est-ce que pour autant il ne faudrait pas mener également des enquêtes au niveau de l'administration pour voir ce qui s'est exactement passé? L'administration ne s'interdit pas ça. Le message, il est très clair. La situation de fraude, elle doit être résolue, et nous avions entamé ce processus, et je rappelle, que nous avons été même, comment dire, très clément dans la façon dont on a mené cette démarche. Il faudrait savoir, et Gora Khouma aurait dû le rappeler, que lors des dernières heures de négociation, nous avions convenu de faire clémence en délivrant aux transporteurs les 5 véhicules incriminés pour défaudage. Et par contre, pour les 4 véhicules où il y a eu une constatation flagrante de fraude et de violation du code des douanes, il est impossible de transiger. Très bien. Et c'est pour ça que la loi doit s'appliquer sur ces véhicules. Merci. Je souhaite rappeler un dernier mot. Oui, pour terminer. Et c'est arrivé dans les propos de Gora Khouma. Aujourd'hui, nous avons 27 points. Il faut savoir que M. le ministre Mansour Eliman Khan a reçu les syndicalistes le 30 juin et le 1er juillet, et nous avions mis un cadre permanent de concertation. Ils ont délivré une plateforme le 2 août qui compte 27 points. Comment vous pouvez comprendre que sur les 27 points, dont d'autres sont importants et qui intéressent déjà l'administration, des commissions techniques sont en train de travailler sur ces sujets, et beaucoup de réformes sont en cours pour assainir l'environnement de la délivrance des titres. Comment vous pouvez comprendre que le premier point soit une exigence, une conditionnalité pour aller aux autres points, les 26 autres points, tout en nous disant que la fraude peut être un élément non bloquant, et l'État peut faire clémence. Merci. Comment traiter nos autres usagers? On a compris l'essentiel, Tcherno Aou, conseiller technique au ministère des Transports terrestres. Merci en tout cas. Maître Mansour Nakan, excusez-nous de vous faire attendre un peu longtemps. Bonjour maître. Bonjour. Vous êtes le président de SOS Consommateurs. Comment voyez-vous cette grève des syndicats des transporteurs? Vraiment, cette grève est inopportune parce que, d'abord, je crois qu'il y a même un problème de préavis.
parce que je ne pense pas qu'on ait attendu les 30 jours qu'il fallait. Ça, c'est un, mais le plus important, en fait, c'est que les transporteurs n'ont pas respecté les délais de 30 jours de préavis. Alors que ça n'a pas été respecté d'abord. Mais le problème le plus important, c'est qu'on n'a pas respecté les délais de préavis. Mais maintenant, je crois que... Sur les raisons de cette grève. Oui. Oui, qu'est-ce que vous dites par rapport aux raisons de cette grève? L'histoire des 9 véhicules, entre autres. Bon, nous avons enquêté, nous avons entendu tous les responsables, au niveau de l'administration. Nous avons écouté le directeur général de la douane. Nous avons entendu les responsables de la direction des transports terrestres et les motifs qui nous ont été donnés par la direction des transports terrestres. On a vu que les motifs, en fait, c'était des bus qui avaient été immobilisés par la douane. Oui. Donc, sur les 9 bus, il y a 5 qui pouvaient être... Qui dépassent l'âge indiqué pour importer. Voilà, il y a 5 véhicules qui étaient libérables sur les 9. Et c'est parce qu'il y a eu les 4 que la douane refuse de restituer que les transporteurs se sont braqués. Mais je pense qu'ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. Il y a des constatations de fraude. Il y a une violation aux dispositions du code de la douane. Je pense que ça, ce qu'ils auraient dû faire, c'est essayer de négocier, de faire profil bas et d'essayer de négocier, mais pas en faire une condition sine qua non pour arrêter leur grève. Parce que la grève, ça pénalise pas les pouvoirs publics, ça pénalise les populations. Ce sont les populations qui payent les pots cassés. Absolument. Donc là, je crois que les transporteurs n'ont pas été raisonnables, parce que c'est pas parce que on a immobilisé des véhicules qu'on doit pénaliser les populations. Et ensuite, les transporteurs n'ont pas d'empêcher ceux qui veulent travailler, les chauffeurs de transport qui veulent travailler, on ne doit pas les empêcher de travailler. Ça, ce serait une violation de la loi et ça peut entraîner des sanctions pénales. Très bien. Donc, ils n'ont pas le droit d'empêcher les transporteurs qui veulent travailler, n'ont pas le droit de les empêcher de travailler. Donc, je crois que là, il faut quand même que les transporteurs soient raisonnables et qu'ils respectent les droits des populations, les droits des usagers. Merci, Maître Massokhna Kane. Je rappelle que vous êtes le président de SOS Consommateurs. La météo, avant de boucler au cours de cette journée, allant à la matinée de demain, des pluies parfois accompagnées d'orages seront notées sur le sud-ouest, mais également au centre-ouest du pays. Les manifestations en cours au nord-est intéresseront légèrement les localités de Podor et environ. Fin de cette édition, rappel des titres. Paralysie réelle dans le secteur des transports depuis ce matin, c'est la grève. Le collectif des syndicats des transporteurs a décrété 48 heures. Agacé par cette grève, le vice-président de l'ASCOSEN demande aux transporteurs de respecter la loi. Mohamed Sissé invite l'État à être ferme. Et puis Ziguinchor, beaucoup de quartiers de la commune sous les eaux. Les populations dénoncent la non-assistance des autorités locales. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Abdoulaye Diop, réalisation El Haj Daouda Diouf, à la régie, il y avait Pape Oumar Diaw. À 13h, la grande édition en Wolof avec Sornana Tabaye. Tout de suite, Dialgat Hibar. Excellent 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 suite, Dialgat Hibar.